Du coup, bonjour à tous. Merci pour cette participation à ce webinaire donc sur les outils numériques en santé. C'est le premier pour la CPTS du Voironnais. Donc voilà, vous vous êtes inscrit en tant qu'adhérent de la CPTS. On va vous faire une présentation du coup sur différents thèmes. Donc je me présente d'abord, Sarah Mesadri, déléguée numérique en santé au sein de la CPM de l'Isère. Donc certains me connaissent déjà parce que du coup je visite notamment plus les médecins, pharmaciens du secteur, voilà. Et du coup, je suis accompagnée de Christophe Kersuzon. Je le laisse se présenter. Bonjour à tous, Christophe Kersuzan. Je suis référent e-santé sur le département de l'Isère et sur la région Rhône-Alpes. Donc, je porte tous les projets du numérique en santé qui peuvent associer le monde médical avec les usagers. Voilà, donc juste pour information avant de débuter, n'hésitez pas si vous avez des questions au fil de l'eau, soit à les poser directement avec votre micro ou dans le chat qu'on va surveiller aussi s'il y a des interventions à faire. Et après, on se laissera un petit temps de questions à la fin aussi si vous souhaitez aborder d'autres sujets. Du coup, juste une petite présentation. Vous le connaissez, hein, c'est le territoire de la CPTS. Donc, juste pour vous informer, voilà, du nombre environ de professionnels de santé du coup présents sur le territoire de la CPTS, avec quelques ajustements, parce qu'il me semble que sur ce schéma-là, vous n'avez pas les communes qui étaient entre guillemets sur l'extension qui a été ajoutée. Voilà, mais c'est à peu près sur le nombre de professionnels de santé regroupés du coup sur les 19 communes de la CPTS, le nombre du coup de centres de santé qui est de 4, les maisons de santé pluridisciplinaires et une maison médicale de garde. Voilà, vous avez un petit rappel sur le rôle du DNS, donc moi en personne. On est 11 sur le département de l'Isère quand même, je tiens à vous le préciser. Voilà, 8 sur le secteur grenoblois, on va dire, et 3 autres DNS sur le secteur Nord-Isère qui sont basés sur Vienne du coup. Voilà, donc 11 pour gérer au niveau des portefeuilles les professionnels de santé. Donc pour mission d'accompagner tout simplement tous les professionnels de santé, notamment sur l'usage des outils numériques, tous les téléservices disponibles sur Amélie Pro et bien d'autres qui s'ajoutent régulièrement dans l'actualité. Donc, je vous ai juste présenté les séquences. Donc, on va aborder les services socles du numérique en santé, mon espace santé, le dossier médical partagé, donc avec des chiffres en Isère et sur le territoire, hein, pour que vous voyez un petit peu où se situe la CPTS sur le DMP, la messagerie sécurisée de santé et l'INS, l'identité nationale de santé, des actus, on va dire, diverses et variées, un point sur l'ordonnance numérique, un autre sur l'appli carte vitale et après les contacts et ressources nécessaires, donc en sachant que du coup, vous aurez le support pour revenir dessus. Eh Je ben, laisse la parole à Christophe. alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un petit peu, enfin, représenter et faire un point d'étape sur mon espace santé. Mon espace santé qui a 3 ans d'ancienneté. Donc, pour rappel, on est comme point de départ l'été 2022 où plus de 97% de la population s'est vu ouvert un portail Mon Espace Santé, un carnet de santé dématérialisé qui permet, pour rappel, de stocker toute l'information médicale durant son parcours de vie jusqu'à la fin de sa vie. D'accord? Donc, aujourd'hui, plus de 97% de la population dispose d'un espace santé, y compris les enfants qui viennent de naître il y a quelques jours vont se voir ouvrir un espace santé dans les quelques jours de leur vie. Il faut savoir qu'à peu près un peu plus d'un quart de la population aujourd'hui a un espace santé activé, d'accord? Et aujourd'hui, c'est un produit qui, au bout de 3 ans d'ancienneté, qui s'ancre un peu de plus en plus dans le paysage médical, mais aussi dans les mentalités des Français. Donc, je vais vous mettre un petit peu en visible quelques rappels aujourd'hui quand on parle de la création de mon espace santé. Mon espace santé, c'est toute cette sphère que vous voyez à l'écran, mais notamment ce qui a été ouvert à l'ensemble de la population, c'est ce triangle jaune que vous voyez sur la partie supérieure de ce cercle, où en fait, c'est de ce qu'on appelle le dossier médical partagé, pour ceux qui ont connu ça par le passé. Donc, ce dossier médical partagé est ouvert à l'ensemble de la population,
indépendamment d'une action de leur part. D'accord? Donc aujourd'hui, toute personne dispose de son carnet de santé numérique, sauf si c'est vraiment opposé à cette création. Mais à défaut d'opposition, tout le monde dispose de ce triangle jaune qui est le DMP, le dossier médical partagé. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est là où je viens apporter cette précision, c'est indépendamment que le patient ait fait une démarche ou pas, c'est qu'aujourd'hui, le corps médical, aussi bien la médecine de ville que l'hôpital que le médico-social, peut déposer des éléments médicaux dans cet espace DMP. Et parallèlement, toujours pareil, indépendamment d'une action volontaire du patient, le corps médical, s'il a besoin, il peut se référer aux éléments contenus dans l'espace santé du patient. Si je prends le cas d'un résident en EHPAD qui n'a pas forcément toute la maturité numérique, l'aisance, enfin, de multiples critères, qui ne va certainement pas activer son espace santé, malgré tout, son DMP sera créé, il va l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie et permettra en fait pour vous, acteurs médicaux, de déposer de l'information, mais parallèlement de vous y référer. Ce qui est intéressant, là, je vais aller un petit peu plus loin, c'est quand un patient, un assuré, peut-être certains d'entre vous l'ont fait, là, je m'adresse à vous en tant que patient, quand vous activez votre espace santé, c'est toutes les fonctionnalités de la sphère qui s'ouvrent à vous. C'est-à-dire, vous pouvez personnaliser votre espace santé, renseigner votre taille, votre poids, vos antécédents médicaux, carte de groupe sanguin, personne à contacter en cas d'urgence, vos volontés et droits, de multiples informations que vous jugez utiles dans votre prise en charge médicale de demain. Vous activez aussi votre messagerie sécurisée santé citoyenne. Vous disposez d'un agenda permettant de gérer vos rendez-vous médicaux, mais aussi cet agenda est aussi un outil complémentaire pour les messages de prévention de l'assurance maladie, notamment sur les tranches d'âge bien spécifiques. Vous venez d'avoir tel âge, pensez à faire tel dépistage. Et enfin, un store d'applications, comme on peut en connaître avec nos téléphones au quotidien, qui sont labellisés et compatibles avec mon espace santé. Donc voilà, pour rappel, donc aujourd'hui, j'insiste parce que je sais que la confusion, elle est souvent présente malgré tout dans le corps médical. Le triangle jaune, c'est ce dont toute la population dispose. Et la sphère complète, c'est à partir du moment où le patient active son espace santé et toutes les fonctionnalités qui sont en lien avec mon espace santé. D'accord? Donc aujourd'hui, mon espace santé, au bout de 3 ans d'existence, ça donne quoi? Et ben voilà, donc, alors au-delà de ce grand graphique, c'est pour montrer un petit peu la dynamique. 4 canaux ont été identifiés, les principaux acteurs de vie de mon espace santé, qui sont par ordre dégressif les laboratoires, les établissements sanitaires, la médecine de ville et les officines. D'accord? Donc, si on prend quelques éléments chiffrés sur courant 2024, à peu près en Isère, c'est sur à peu près en moyenne pour 2024, c'est 612 documents produits par mois. Donc, près de la moitié sont remplis par les comptes rendus de biologie. En 2025, on est déjà à 660 000 documents par mois. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui comme je l'ai présenté en amorce de cette présentation, c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus ancré dans le pratique médicale et qui croît aujourd'hui et qui donne de l'abondance de données. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, bah voilà, tout le monde est mobilisé. Alors, si je fais un petit focus sur les pharmaciens, ce sont des activités ponctuelles qui correspondent à des pics, à des périodes épidémiques, on va dire sur les campagnes de vaccination, d'où la petite flèche, le petit pic en bas, la courbe la plus basse, et qui après se lit sur le restant des mois, qui correspond à des activités bien spécifiques. Au niveau des laboratoires, il y a deux creux. Les laboratoires, les creux correspondent à des événements, des, des mouvements de grève, des mouvements sociaux des laboratoires qui ont bloqué les alimentations des flux d'AMP. Et sinon, après, au niveau des établissements sanitaires et la médecine de ville, les flux, la dynamique est toujours présente et constante avec des déclins en fonction des périodes et des saisons. Donc, je vais aller un petit peu plus loin aujourd'hui sur ce qui se passe au niveau de votre CPTS. Voilà, une dynamique qui est bien présente, hein, dont la majeure partie, dont les principaux acteurs sont la médecine, les médecins généralistes suivis des médecins spécialistes et derrière des pharmaciens et des dentistes aussi. Donc, globalement, si on devait se situer sur la CPTS en moyenne sur 12 mois glissants, par contre, le référentiel de la courbe que vous avez sur 12 mois glissants s'élève à peu près pour les médecins généralistes et spécialistes à une moyenne de 7000 DMP alimentés par mois pour la CPTS, à peu près 1100 DMP par mois pour les pharmaciens et pour les dentistes, 150 DMP. Ça donne une tendance. Aujourd'hui, on sent que la CPTS s'est emparée de voilà, les praticiens qui composent cette CPTS se sont emparés de la vie du DMP, notamment via des automatismes liés au logiciel métier. D'accord? Alors, petite information que je trouve importante aussi,
C'est à savoir, au niveau de l'Isère, aujourd'hui, on a à peu près plus de 34% de la population qui a activé son espace santé. Ce n'est pas négligeable parce qu'aujourd'hui, on est le deuxième département de France en termes de taux d'activation. Donc aujourd'hui, ce que vous faites, le soin que vous produisez, que vous déposez dans un DMP d'un patient, il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 34% de la population va pouvoir s'y référer, s'y intéresse. Et c'est là où je vais enchaîner sur la suite au niveau de ma présentation. C'est comment aujourd'hui, c'est bien beau, mon espace santé, c'est existant, ça compile de l'information, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Qui en fait quoi? Donc, c'est ce que j'ai voulu présenter aujourd'hui sur ce graphique. Vous avez trois courbes. Celle qui se distingue de toutes les deux courbes inférieures, c'est la consultation faite par les patients. Et on voit qu'au fil du développement de mon espace santé, de son intégration dans les mentalités, dans le paysage, on va dire, médical et citoyen, aujourd'hui, le premier intéressé par ce que vous produisez comme soin, c'est le patient. Et si on doit regarder, si on prend ce podium, aujourd'hui, le patient, à quoi il va s'intéresser? Il va s'intéresser en premier au compte-rendu de biologie, d'accord? Il va s'intéresser aussi aux prescriptions de médicaments et au compte-rendu d'imagerie. Donc ensuite, après, je redescends d'un niveau où on va voir aujourd'hui aussi comment le corps médical s'approprie l'information qui est contenue dans l'espace santé. Et aujourd'hui, les deux cours qui sont identifiés, ce sont les médecins généralistes et les médecins spécialistes avec un top 3 d'intérêt des informations contenues dans l'espace santé. Donc, le premier document qui intéresse la médecine de ville, c'est le compte-rendu d'imagerie, suivi des comptes rendus de biologie et en dernier lieu, les prescriptions de médicaments. Et si je vais un tout petit peu plus loin sur le côté spécialiste, si on identifie le top 5 des spécialistes qui portent de l'intérêt à l'information contenue dans l'espace santé, eh ben vous allez avoir les pédiatres, les dermatos, les cardiologues, les rhumatologues et les endocrinos. Voilà. Aujourd'hui, vraiment, le but de cette présentation, c'est vous montrer, c'est mettre aujourd'hui, il va peut-être pour vous, quand vous validez un compte rendu, l'information, il y a des automatismes qui sont gérés dans l'espace santé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça donne du sens aux patients en premier, mais c'est un outil aussi qui donne du sens auprès des autres acteurs avec lesquels vous pouvez être amené à travailler. D'accord? Donc ensuite, alors voilà, donc ça, ce sont plus des accompagnements. C'est aujourd'hui, si un patient a besoin d'informations, ou vous-même, si vous avez besoin de vous référer à des informations qui peuvent être intéressantes, ou une difficulté liée à mon espace santé. Si on prend le premier QR code en haut à gauche, c'est tout un tas de tutoriels qui sont relativement bien faits. C'est court, ça va à l'essentiel, ça dure 1 minute 50, ça va de l'activation de l'espace santé à comment déposer un document, comment contacter son équipe médicale. Ce sont des vidéos qui sont relativement bien faites, qui sont courtes, qui peuvent être des outils aidants à communiquer auprès de vos patients ou qui peuvent porter un intérêt pour vous personnellement. Deuxièmement, la plateforme téléphonique dédiée à mon espace santé. C'est une plateforme dédiée pour toute difficulté qu'on a. Si un patient a du mal à activer son espace santé, s'il a des dysfonctionnements, c'est le 3422. Et petite, alors, en fonction des événements que vous pouvez couvrir, organiser à destination de vos populations du territoire, il existe, pour ceux qui ont téléchargé l'application sur téléphone ou sur tablette, d'accord, un mode démonstration de mon espace santé qui permet, dans des événements, en fait, de présenter à vos patients le portail Mon Espace Santé sans mettre à nu ces éléments perso. Sur l'application, quand vous ouvrez l'application, en haut à droite, vous avez un mode démonstration qui permet en fait de tester mon espace santé, ses fonctionnalités. C'est un espace, ce qu'on appelle un espace bac à sable. Maintenant, je vais aller un tout petit peu plus loin, d'accord? Donc, on a bien conscience que le temps médical est précieux et que mon espace santé, bien qu'ancré dans le paysage, peut susciter toujours des interrogations, des inquiétudes, enfin de multiples des informations qu'un patient peut manifester, d'accord? Et il existe, à savoir, le pouvoir public ont mis en place des plateformes, des plateformes d'accueil pour accompagner des patients qui auraient besoin de plus d'attention que d'autres, d'accord? Donc sur la partie gauche, vous allez pouvoir rechercher à proximité ou orienter le patient à proximité vers d'un France-Service proche de votre territoire. Donc les France-Service qui sont des relais administratifs pour accompagner des patients qui sont peut-être plus demandeurs de cet accompagnement. Et sur la partie droite, en fait, ce sont des conseillers numériques qui peuvent être disponibles dans des mairies, dans les centres socioculturels, des communautés de communes, qui permettent d'accompagner des patients, mais c'est vraiment dans les usages numériques. Ça va même au-delà de mon espace santé. Ça va être de comment télécharger une application sur mon téléphone,
Là, vraiment, l'objectif, c'est de vous faire connaître ces portails, ces outils, en fait, pour éviter de vous laisser absorber par un patient qui peut peut-être être exigeant en conseil, en accompagnement sur les outils numériques et notamment sur mon espace santé, ce que je vous présente. Donc, gardez bien ces outils-là. Ça permet, en fait, de les communiquer auprès de vos patients et dire si vous avez besoin d'aide, allez sur tel site, vous trouverez un aidant de proximité qui pourra plus vous aider que moi je ne pourrais le faire, et sachant qu'il ne faut pas que ça empiète non plus sur votre temps médical qui est très précieux, on en a bien conscience. Voilà sur la partie mon espace santé et les aides de proximité, les accompagnements qui sont possibles auprès de vos patients. Maintenant, un petit focus sur la messagerie sécurisée santé. Alors, je le rappelle un petit peu, aujourd'hui, la messagerie sécurisée santé, c'est quelque chose qui est ancré dans le paysage médical depuis plus de 10 ans. Elle permet de consulter des documents de santé, elle permet de communiquer auprès de vos partenaires médicaux. C'est l'outil qui permet d'unir la médecine de ville et la médecine hospitalière et médico-sociale. Notamment aujourd'hui, avec mon espace santé, la messagerie sécurisée santé s'ouvre aussi pour le patient, et ce qui vous permet en fait en amont d'une consultation ou pour de multiples raisons de pouvoir échanger par un canal sécurisé avec votre patient. D'accord? Donc ça, je rappelle, c'est une boîte mail sécurisée qui répond à de multiples critères. Donc c'est pour rappeler un petit peu les fondamentaux. Et je vais un petit peu plus loin au niveau sur la messagerie sécurisée santé, sur la sensibilisation et les infos diverses. Avec la vague 1 du Ségur, mon espace santé, en fait, quelque part, a démultiplié un petit peu le nombre de boîtes aux lettres dont on peut disposer au quotidien. Donc, pour un même professionnel, des fois, vous pouvez avoir une ou deux ou trois boîtes MSS, et quelque part, ça peut nuire à la fluidité que vous pouvez avoir dans vos échanges avec les acteurs médicaux, parce que peut-être vos partenaires, l'hôpital de proximité ou le confrère d'à côté, ben, ne saura pas sur quelle boîte mail communiquer avec vous, laquelle vous utilisez, laquelle vous n'utilisez pas. Et là, moi, je vous invite éventuellement peut-être à faire façon de parler, à faire un check-up, un état des lieux des différentes boîtes aux lettres MSS dont vous pouvez disposer. Et c'est l'adresse que je vous communique là juste à l'instant, annuaire e-santé.pp détail. Et vous saisissez à la fin de cette adresse votre numéro RPPS. Ça vous permettra d'avoir une fiche synthétique de votre profil médical, mais aussi de toutes les boîtes MSS existantes. Ce qui permet peut-être vous, dans un premier temps, de vous sensibiliser, de vous dire, mince, j'ai quand même trois boîtes aux lettres MSS qui sont existantes, peut-être de faire du tri et donc, là, c'est ce que je vous invite dans le point 2, c'est de vous rapprocher déjà de votre éditeur ou de votre opérateur pour faire le ménage sur les boîtes qui sont inutilisées ou qui ont été créées à tort. Donc voilà, donc je ne vais pas m'attarder sur le process, mais c'est pour vous expliquer un petit peu, ça permet de faire un peu du tri et donner, voilà, avoir un seul canal d'entrée pour nos échanges. Il faut savoir que de toute manière, il y a une routine, une veille qui est assurée par l'Agence du numérique en santé, qui fait du nettoyage, on peut dire, des boîtes aux lettres MSS inutilisées selon les règles qui sont définies, comme vous pouvez le voir, 60 jours sans connexion, s'il n'y a pas eu elle n'a pas été utilisée depuis plus de 2 ans. Donc voilà, il y a cette veille-là qui est assurée par l'INS, mais avec un délai de réactivité bien plus long que si vous anticipez vous-même cette démarche-là. Tu vois, vraiment, c'est ce qui ressort dans les usages. Aujourd'hui, c'est la démutualisation de ces boîtes aux lettres MSS pour un même professionnel de santé. Et du coup, ça nuit un peu à la fluidité des échanges. Deuxième information que je voulais vous faire part, c'est la possibilité de créer une boîte aux lettres personnelle. Enfin, dans la notion de la boîte aux lettres personnelle, c'est de pouvoir déléguer à une tierce personne, notamment auprès d'un professionnel de santé ou auprès d'un assistant médical, les fonctionnalités de votre boîte aux lettres MSS. Donc, l'avantage, c'est que bah, voilà, vous êtes dans votre corps, votre rôle de soignant, vous déchargez la mission de récupération des messages sécurisés santé qu'on peut vous adresser, le classement, l'orientation, tout ça. Vous pouvez désigner un délégant de cette fonctionnalité de mon messagerie sécurisé santé. Alors, tous les opérateurs du marché aujourd'hui ne sont pas en mesure de proposer cette fonctionnalité-là. Donc, je vous invite à vous approcher de votre opérateur. Mais par exemple, Mélise, pour ceux qui disposent de cette boîte aux lettres Mélise, permet cette délégation de la fonctionnalité de la messagerie sécurisée santé à une tierce personne. Troisième point que je voulais vous proposer aussi, vous faire part sur la messagerie sécurisée santé, ce sont des évolutions suite à des retours terrain.
c'est la possibilité de créer des balles organisationnelles. Cette balle organisationnelle, elle peut avoir un intérêt, notamment, vous savez qu'une balle messagerie sécurisée santé est toujours associée à ce qu'on appelle un numéro finesse. Mais si on veut, par exemple, si vous êtes un cabinet de groupe composé de 4 ou 5 médecins et que vous voulez identifier une boîte aux lettres, une balle messagerie sécurisée santé pour l'ensemble du cabinet, d'accord? Cela est faisable aussi. Ça permet, en fait, aujourd'hui, ben, plutôt qu'écrire au docteur 1, docteur 2, docteur 3, je vais écrire au cabinet du docteur X, par exemple. Et du coup, chacun des personnes désignées à cette valeur organisationnelle pourra en fait consulter et interagir sur cette boîte aux lettres. C'est un confort supplémentaire. C'est pareil, c'est une fonctionnalité pour laquelle il faut vous rapprocher de votre opérateur de messagerie pour savoir aujourd'hui si cette fonctionnalité est possible ou pas. D'accord? Alors, par exemple, je sais que pour le GCS Sarah, c'est une fonctionnalité qui est possible. Donc, à voir avec votre opérateur ce qui est faisable. Donc, voilà, si vous voulez vous présenter un petit peu toutes ces évolutions d'usage, de sensibilisation déjà de tri sur ces multiples boîtes aux lettres et de sensibilisation sur sur les évolutions des fonctionnalités de la messagerie sécurisée santé. Bon, c'est moi. Un petit rappel donc sur l'identité nationale de santé, hein, je pense que vous y êtes très au courant. Bon, c'est quand même ça aussi, c'est existant depuis pas mal d'années maintenant, c'est bien ancré dans les pratiques, mais bon, voilà, aujourd'hui, l'INS, on en fait un petit rappel parce que bah, aujourd'hui, pas d'INS, et ben, ça ne permet pas d'utiliser tous les outils numériques qui gravitent autour de l'INS, notamment l'alimentation du DMP, pour prendre. Donc, l'INS, c'est s'assurer qu'aujourd'hui, que quand le patient que vous recevez, qui correspond bien à l'identité pour laquelle il se présente. Voilà, donc ça nécessite aujourd'hui au moins une fois de recueillir son identité, s'assurer que son identité est bien raccord avec la carte vitale qui vous présente, d'accord? Et à partir du moment où l'INS est qualifié, ça vous permet de vous assurer que déjà, on a bien la bonne personne en face, mais surtout derrière, ben, quand je produis un document de santé et que je le dépose dans mon espace santé ou que j'adresse un message sécurisé santé à un patient, eh bien, c'est bien ce patient-là qui recevra ou qui sera destinataire du document médical produit. Donc, c'est juste un rappel, mais aujourd'hui, l'INS est vraiment la clé d'entrée de la réussite de tous ces flux informatiques qui vont aller faire vivre des éléments médicaux relatifs aux patients. Les actus. Eh ben, c'est quoi? Je reprends la main. Je sais pas s'il y en a qui voulaient poser des questions sur cette première partie. Est-ce que tout est clair déjà? Oui, moi, Antoine Villard, j'aurais bien 2 questions à poser. C'est possible? Oui, Bien allez-y. sûr. Voilà. La première, c'est, on voit beaucoup, beaucoup de documents arriver dans le DMP. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen qu'ils soient classés d'emblée? Parce que là, en fait, on a des listes maintenant et d'ici 2 ans, même pas un an, ça va être illisible. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen qu'ils soient ventilés? Ce sont des pistes, des remontées qui sont en cours, qui sont remontées déjà par le corps médical et sur lesquelles le national et l'Agence numérique en santé et la délégation numérique en santé sont vigilants aujourd'hui pour faire évoluer. Aujourd'hui, comme vous l'avez soulevé, mon espace santé, le DMP, commence à avoir une abondance de documents alors qu'on n'a que 3 ans de recul et il est important de pouvoir identifier et retrouver facilement le document dont on a besoin. Donc, le national, on a conscience. Et D'accord. des chantiers sont en cours pour améliorer l'ergonomie du DMP. Alors, je vous garantis, je ne peux pas vous promettre que ça va se faire dans les 6 mois, mais en tout cas, c'est un chantier qui est en cours et c'est un chantier prioritaire, tout comme la notion des règles juridiques d'accès et d'usage du DMP par le corps médical aussi. D'accord. Et la deuxième question, c'est que il y a effectivement des tas de gens qui s'en servent. Moi, j'ai l'impression que sur le Voironnais, il y a quand même un gros déficit au niveau des cabinets de radiologie. Je sais pas ce D'accord. qu'en pensent mes collègues, la Bérangère, mais c'est-à-dire que effectivement, le groupe du Mail transmet, l'hôpital transmet, mais alors les autres, rien du tout. On retrouve rien sur le DP. Ok, sur des cabinets de radiologie, du coup, du secteur du Voironnais. Ouais, Ok. Ouais, OK. ça, c'est quelque chose qu'on pourra Nous, on peut vérifier et peut-être, identifier, ouais. du coup, reprendre contact avec eux pour faire un Voilà. point sur les usages.
Oui, vous faites bien de nous faire remarquer, oui, je suis d'accord. C'est tout bon? Ouais, j'avais juste une petite question. Je suis très novice, on va dire, dans tout ça, et je ne sais pas du tout comment on fait pour savoir qui est notre opérateur MSS. Alors, ça dépend ce que vous avez créé. En fait, on parle de Monsisra, par exemple. Donc, peut-être que ça va vous parler, docteur. Oui, 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 Voilà. tout à fait. Donc, vous avez peut-être une messagerie Monsisra. Et après, au niveau du logiciel aussi, ça peut arriver que le logiciel, avec les mises à jour Ségur, etc., vous en ait installé une qui est dédiée, entre guillemets, à cet opérateur-là. Pas au D'accord. logiciel, pardon, à votre éditeur de logiciel. Ok, donc si je vais sur le site là pour faire le tri, je verrai Exactement. Si vous qui a faites le point sur effectivement. l'annuaire santé, vous allez voir combien vous en possédez. Et après, on pourra faire le point ensemble également, hein, si vous souhaitez un Oui, oui, non, accompagnement mais parce pour que ça. je suis en train d'apprendre qu'on peut avoir plusieurs boîtes aux lettres, là, Oui, ça me paraît complet, là. c'est ça. Vous pouvez en avoir deux, trois avec l'éditeur de logiciel, mon Sysra et ce qu'on disait avant, Mélis, qui est aussi la messagerie de l'ordre. Tout à fait. Ok, eh ben, je regarderai. Merci Allez, beaucoup. super. Merci. Du coup, actualités diverses. Actu Amélie Pro pour tout le monde, c'est l'outil Récla PS. Alors, l'outil Récla PS, il est disponible dans Amélie Pro depuis janvier 2025 avec des vagues, on va dire, successives d'ouverture aux différents professionnels de santé. Donc, actuellement, il est généralisé à l'ensemble des professionnels de santé libéraux, transporteurs et taxis. D'accord? Donc, toutes ces catégories-là, vous pouvez accéder à Récla PS sur Amélie Pro qui est un outil pour les réclamations concernant vos paiements. Donc, uniquement trois types de réclamations possibles sur cet outil, le remboursement non effectué, une erreur dans le règlement ou un indu. Il faut savoir du coup que c'est un outil beaucoup plus facile d'utilisation que si vous deviez transmettre des pièces par mail ou des fois plus compliqué. Un suivi de traitement parce que du coup vous avez l'état de votre demande, donc en cours de traitement, traité, vous recevez la réponse directement. Et vous pouvez également joindre des pièces justificatives, donc ce qui n'était pas possible au préalable par l'outil Amélie Pro classique. Contacter l'assurance maladie que vous pouviez peut-être utiliser au préalable. Ça vous permettait pas, en tout cas, de joindre des pièces. Délégation d'accès, petit rappel sur les délégations d'accès, ça ne concerne pas tous les professionnels de santé. C'est pour permettre donc un accès à quelqu'un, un tiers de confiance, pour notamment les médecins actuellement, pour les médecins remplaçants, les assistants médicaux, et ça peut être pour d'autres professions sur un comptable ou un facturier. Donc parfois même des pharmaciens à leurs salariés. Voilà, ça peut être un outil utilisé sur Amélie Pro pour accéder au compte Amélie Pro du titulaire, on va dire, par délégation, avec sa propre carte qui identifie cette tierce personne. Mais ça concerne uniquement certaines catégories. Je tenais à faire un petit rappel sur les TLA. Donc, c'est les lecteurs ambulatoires que certains professionnels de santé possèdent et possédaient déjà au préalable. Vous avez une information récente où, au 1er juillet 2025, l'utilisation de ces dispositifs donc ambulatoires, alors ne s'arrête pas, mais le support s'arrête. C'est-à-dire que si vous possédez un TLA, vous pouvez continuer à l'utiliser tout en sachant qu'il n'y a plus de support, donc plus de maintenance informatique et plus de mise à jour. Donc, si toutefois les tarifs changent ou il y a un changement dans la réglementation, derrière, ça pourrait vous engendrer des rejets de télétransmission. Donc ça, c'est un point qui est géré par les éditeurs de logiciels notamment, auxquels il faut se rapprocher pour avoir des informations sur ce qui pourrait remplacer le TLA, qui est nommé solution de mobilité, mais qui ne sont pas encore développées par tous les éditeurs de logiciels. Voilà. Donc, c'est l'obsolescence, hein. Ça permet pas de lire l'appli carte vitale, ça permet pas d'accéder aux téléservices. Vous avez plein de choses. C'est vraiment des outils qui permettent la visite, certes, mais qui derrière ne sont plus compatibles avec les évolutions numériques que vous rencontrez maintenant sur votre exercice.
Un nouvel outil que je souhaitais vous présenter, c'est l'outil IDEM, le portail unique dédié aux démarches administratives. Donc juste, voilà, on vous met ce lien. Sachez qu'il existe à la CPM de l'Isère depuis l'été 2025, donc c'est tout récent. Il a été développé par la CPM de Vendée et il n'est pas utilisé encore au niveau national. Donc c'est pour ça que je vous le présente actuellement. On est en train d'en informer tout le monde. Normalement, les professionnels de santé ont reçu une information à ce sujet. Donc, c'est forcément un portail qui permet de faciliter les échanges pour envoyer, par exemple, lors de votre installation, des pièces justificatives, lors d'un changement de situation, une modification de RIB ou toutes ces choses administratives que vous pourriez être amené à faire en lien avec l'assurance maladie. Autre point important à destination de l'ensemble des professionnels de santé, c'est la page web Pastel. C'est une page web qui a été créée par l'assurance maladie de l'Isère et qui propose du coup un ensemble de ressources, donc toutes des affiches que vous pouvez retrouver, des communications, des replays de webinaires sur des thèmes particuliers. Donc, tout est regroupé sur cette page Pastel, donc qui est bien locale, qui est dédiée à la CPM de l'Isère et qui vous permet par profession de retrouver cet ensemble de communication. Un petit point sur, comme on est en présentation CPTS, je voulais faire un petit point sur l'accès direct sans prescription médicale et pour qui. Donc, il faut savoir que l'accès direct sans prescription médicale est possible pour les kinés, les infirmiers en pratique avancée, donc les IPA, et les orthophonistes exerçant dans des structures spécifiques ou notamment participant du coup intégrant et adhérant à une CPTS. Donc, parfois dans le cadre d'expérimentation ou sous conditions autres, c'est-à-dire avoir réalisé un projet de santé au sein d'une CPTS, par exemple pour les orthophonistes. L'accès direct est possible uniquement si c'est défini par un projet de santé par la CPTS auquel ils adhèrent. Voilà. Depuis juin 2025, par contre, vous avez l'expérimentation nationale de l'accès direct au kiné. Donc, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, sachez que du coup, tous les masseurs kinés exerçant de CPTS pour l'Isère et le Rhône peuvent intégrer cette expérimentation, également sous condition, c'est-à-dire qu'il faut justifier de l'exercice auprès d'une CPTS et également déclarer cette participation via une plateforme spécifique. Voilà, donc après, vous avez les règles de fonctionnement de cet accès avec une limite sur les séances, sans prescription, etc. Point d'actualité sur le CERFA a été sécurisé. Donc là, on est plus sur Excusez-moi, la... Oui, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez expliquer le DMP pour les dossiers des orthophonistes pour les enfants? Je vois que Anne, si je dis pas de bêtises, est là. Anne Besson, si je me trompe pas. c'est-à-dire, en fait, c'est le même fonctionnement pour tous les professionnels de santé. C'est-à-dire que leur logiciel qui évolue avec le référencement Ségur, etc., déjà permet d'intégrer l'alimentation au DMP et l'accès au DMP. Voilà. Et après, il y a les plateformes, enfin, l'outil Internet, on va dire, où tout le monde peut accéder par sécurité avec sa carte CPS en tant que professionnel de santé pour pouvoir alimenter des DMP. Je ne sais pas si c'était Alors, l'interrogation. du coup, quand c'est un enfant, un mineur, du coup, c'est sur le DMP des parents? Non, c'est Non. le numéro INS de l'enfant. Ok. Mais lié à Bonjour, un parent. Lié à un parent, toujours. on est orthophoniste là, on suit la conférence. Oui. Du coup, ce numéro des mineurs, on le trouve où et comment? Parce qu'il y a certains logiciels métiers où on peut le trouver facilement et d'autres pas. Alors après, c'est Ouais, par c'est avec la le... qualification de l'INS, du Ouais. coup, et ça, c'est les évolutions des logiciels, Voilà, après, surtout là, auxiliaires si le médicaux. parent peut vous présenter l'attestation Sécu, une attestation de sécurité sociale avec le numéro de Oui. sécurité sociale de l'enfant, soit C'est par votre logiciel systématique ça métier, soit par l'attestation de droit. Pardon? sur l'attestation de droit, c'est systématique qu'ils mettent Oui, l'INS de Oui, l'enfant? oui. oui. Ok. Bon, Mais ça c'est vrai que marche. ça va beaucoup jouer avec les évolutions de logiciels, hein. Donc, certains logiciels sont déjà très développés au niveau de la qualification de l'INS dont on a parlé juste avant. Mais au niveau auxiliaires médicaux, en effet, c'est pas encore le cas pour tous les logiciels. Donc,
un peu plus compliqué à votre niveau, je l'entends. Si besoin, on peut récupérer vos coordonnées. Je peux vous adresser un flyer d'usage du WebDM PPS. Je ne sais pas si ça vous parle. En fait, c'est l'interface en dehors du cadre d'un logiciel qui permet de vous connecter au DMP pour consulter ou déposer de l'information médicale. Vous connectez soit avec votre carte CPS ou votre carte ICPS. C'est peut-être ce qu'on avait envoyé, Madame Pagès, courant de l'été sur une procédure DMP. On avait fait le point ensemble. Oui, effectivement, on a eu ce genre de document de mémoire dans le détail. Je ne sais pas si c'est le formulaire dont vous parlez là. Oui, bah Mais oui, j'avais c'est Christophe récupéré des justement qui me l'avait informations. transmis. Je vous avais dit voilà Ok. que j'interrogeais le référent e-santé et c'est lui qui m'avait transmis cette Mm. procédure que j'avais envoyée à Madame Pagès du coup. Donc Ok. peut-être Bah, ils vont voilà garder à ça et rediffuser on ou le à communiquera. Ok. ouais, super. Merci. Merci. Donc, point, voilà, hors dématérialisation, là, c'est la nouveauté, enfin, voilà, du CERFA papier pour les avis d'arrêt de travail, donc qui est différent, qui est sécurisé, avec les bandes oranges, l'hologramme, hein, des petits détails qui ne trompent pas pour savoir que vous avez bien le dernier formulaire. Donc, il était obligatoire au 1er juillet, la date a été décalée, le temps que tout le monde reçoive ces formulaires d'avis d'arrêt de travail pour pas être dépourvu en arrivant au 1er septembre. Donc, depuis le 1er septembre, ce formulaire, quand vous faites du papier uniquement, est obligatoire. C'est-à-dire que si vous utilisez un ancien formulaire d'avis d'arrêt de travail, pour les spécialités concernées, bien évidemment, il va être rejeté. D'accord? Donc, au niveau du national, on avait une date au 1er septembre. Il faut savoir qu'au niveau de l'assurance maladie, on vous a déjà contacté au préalable quand vous envoyez des anciens formulaires pour vous prévenir, attention, si vous n'avez pas reçu, on fait un dépannage ou voilà, on voit où en est la livraison. Mais surtout, on avait laissé un petit délai de tolérance qui s'est arrêté depuis hier, lundi 22 septembre, et où tout formulaire non sécurisé papier, du coup, n'est plus accepté. Donc, il est retourné au prescripteur qui va devoir établir un nouvel arrêt au bon format. Voilà, donc ça, je ne sais pas s'il y avait des questions. C'est notamment, du coup, sage-femme, médecin, dentiste, où ça pourrait concerner sur des avis d'arrêt de travail les plus fréquents. Autre point, du coup, l'ordonnance numérique. Donc, l'ordonnance numérique, c'est pareil, ça va parler à certaines professions qui sont, entre guillemets, embarquées sur l'ordonnance numérique depuis quelques temps maintenant, en fonction des logiciels utilisés, mais notamment aussi en fonction de la spécialité, c'est-à-dire que la première étape de l'ordonnance numérique, elle a embarqué les médecins de ville, et les pharmaciens pour uniquement les produits de santé. Donc ça a été c'est la première partie de l'ordonnance numérique entre médecins et pharmaciens pour les produits de santé. Donc ça nécessite voilà d'avoir un logiciel qui permet l'édition d'ordonnances numériques et du coup qui constitue maintenant un enjeu majeur sur le numérique en santé et du coup la lutte contre la fraude. Ça permet l'authenticité de l'ordonnance, le QR code qui est contenu sur cette ordonnance numérique que vous pouvez voir à l'écran en exemple, est un numéro de prescription unique. Donc, à l'intérieur du QR code, vous avez toutes les informations relatives à la prescription et qui permet la délivrance en officine de manière plus sécurisée. Donc, quelques chiffres pour vous faire une idée un petit peu de l'état d'avancement en Isère de l'utilisation et de l'usage de l'ordonnance numérique. Donc, 46% des ordonnances prescrites par les médecins généralistes de l'Isère sont réalisées en format ordonnance numérique. On a 98% des pharmacies de l'Isère qui sont désormais équipées et font régulièrement appel à ce service e-prescription lorsqu'elles sont présentées au comptoir de délivrance. Et du coup, au niveau des médecins et des pharmaciens, il y a un accompagnement un peu plus poussé, on va dire, par les délégués numériques en santé sur l'usage de cet outil. Voilà. Et après, alors ça, c'est des chiffres, on va dire, nationaux, hein, parce qu'il existe un grand nombre de logiciels, que ce soit médecins, pharmaciens, donc qui sont prêts pour l'ordonnance numérique. On en a quasi la totalité pour les pharmaciens, hein, d'où le chiffre très élevé d'utilisation. Après, il y a une petite slide où vous verrez les logiciels, si ça peut vous parler. Et un logiciel actuellement, chirurgien dentiste, qui permet la réalisation d'ordonnances numériques.
Pour l'instant, c'est développé, voilà, jusque là. Le but, c'est que tout le monde l'utilise entre les médecins et les pharmaciens d'ici la fin de l'année 2025 au maximum. Et après, être développé par la suite aux professions restantes qui permettront également une sécurité là-dessus. Donc ça, c'est juste un petit exemple, juste pour rappel, mais ça va concerner enfin, quasi que les médecins pour l'ordonnance numérique à partir du moment où elle est réalisable sur le logiciel, à savoir que vous pouvez réaliser tout ce qui est même prescription sécurisée, donc codéine, tramadol, etc. Sur l'ordonnance numérique sécurisée qui est tout à droite, le numéro 3, où vous retrouvez les données essentielles d'une ordonnance sécurisée, avec en plus le QR code. Voilà, le petit état d'avancement des pré-séries ordonnances numériques, donc pour avoir une idée des logiciels qui existent, qui sont référencés Ségur, qui sont autorisés à déployer. Donc c'est vrai que quand c'est écrit autorisé à déployer sur ce type de présentation, ça veut dire qu'ils ont eu l'accord parce que leur cahier des charges est OK, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont encore développé à tous leurs clients au niveau de l'éditeur de logiciel. Un petit rappel qui a été également envoyé, je pense, en relais via la CPTS. Pour les médecins pharmaciens, on a créé au niveau de la CPM de l'Isère une procédure locale en cas de rupture de stock d'ordonnances sécurisées papier. Donc ça s'adresse notamment aux médecins du coup dont le logiciel ne permet pas encore la réalisation des ordonnances numériques. Il y avait un petit souci sur la livraison parce qu'au niveau de l'éditeur, de l'imprimeur, pardon, depuis ces nouveaux formulaires et cette nouvelle mise à jour, c'était un petit peu compliqué dans l'envoi. Donc, ceux qui se retrouvaient en panne d'ordonnance sécurisée papier et qui ne peuvent pas réaliser d'ordonnance numérique, ça posait souci. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a une procédure qui a été mise à disposition des médecins, des pharmaciens en local, donc avec quelques consignes à respecter pour pouvoir quand même réaliser ce type de prescription en cas de rupture et pouvoir du coup déclencher la procédure d'urgence pour une livraison auprès de l'imprimeur agréé. Est-ce qu'il y a des questions sur ces différents points? Sinon, on passe tranquillement sur l'appli carte vitale. Alors oui, moi je voulais juste poser la question par rapport aux ordonnances numériques. Du coup, moi je l'utilise, Oui. mais ça me semble compliqué de l'utiliser pour toutes les ordonnances. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu plus long, ça prend beaucoup de place, donc il y a des fois ça rentre pas, et puis il y a des fois où ça bug. Voilà, quand même. Donc Ok, donc ça c'est lié ça à se connecte l'éditeur de pas et du coup on logiciel. peut pas la sortir. Ouais, ok. Donc c'est vrai que des fois, s'il y a un problème dans l'utilisation, si c'est pas lié au lab, si vous rajoutez certains logiciels, enfin abandonner entre guillemets l'édition de l'ordonnance que vous étiez en train de réaliser en ordonnance numérique. Voilà. Ça peut arriver, mais normalement, elle est utilisable, voilà, pour toutes les prescriptions que vous pouvez réaliser. Je- Parce que Après, il y a je me les dis que si tout le monde le fait d'ici la fin de l'année, ça risque de saturer le serveur et enfin, moi j'ai un peu peur de ça. Alors, normalement, c'est pas un serveur, enfin, c'est pas lié à un serveur chez vous. C'est-à-dire que vous éditez avec votre logiciel que vous avez, et après, les ordonnances partent sur le serveur. Mais vous, c'est toujours l'utilisation d'Internet classique, entre guillemets. Ça va pas euh, vous embêter sur ce côté-là pour vous. Après, le serveur, il est hébergé ailleurs, et du coup, là, oui, toutes les ordonnances numériques éditées, créées, sont stockées à cet endroit-là. Mais ça n'engendre pas sur les lenteurs liées à votre logiciel. Normalement, si on peut parler ainsi, tous les produits assurance maladie en numérique, ça soit qu'on parle mon espace santé, ordonnance numérique, aujourd'hui, la tuyauterie est suffisamment calibrée pour répondre à des flux très intenses de données. Et c'est vraiment D'accord. extérieur à votre logiciel. C'est-à-dire que vous, ça part de votre logiciel, mais ça va dans une base de données qui est vraiment externe. Ok. Voilà. Enfin, si je peux me permettre, et Oui. j'insiste là-dessus, c'est plus long, de toute façon, parce de faire une ordonnance numérique. Et donc, je vois absolument pas l'intérêt de faire ça pour des produits qui n'ont pas, enfin, pour faire du Doliprane ou, enfin, voilà, ou des antibiotiques. Je vois pas bien la logique. On est dans une logique de surtout de docteur.
si je peux me permettre, de maîtrise des coûts, en fait, et de minimiser les fraudes, même si c'est qu'une boîte d'eau de Doliprane et le coût que ça peut représenter. Aujourd'hui, bon, médiatiquement parlant, on en parle beaucoup, mais c'est vraiment canaliser les délivrances médicamenteuses et limiter les fraudes. Et on a bien conscience que le process d'établissement d'une ordonnance numérique est plus long au niveau prescripteur et pareil au niveau exécutant, des fois au niveau pharmacie pas forcément limpide d'exploiter une ordonnance numérique, mais façon de parler dans mon propos, mais c'est un peu le sacrifice à faire dans le façon de parler dans la canalisation et la maîtrise du soin en fait, parce qu'il y a eu trop de dérapage sur des flux de médicaments frauduleux. Après, l'ordonnance numérique pour de Doliprane, vous pouvez la réaliser. Ce qui vous pose aussi peut-être souci, c'est l'envoi sur le DMP automatique pour les ordonnances numériques. Entre autres, ouais. Ouais, voilà. Et Ça, puis pour ça peut accéder, normalement se décocher au cas par cas. Si vraiment vous voyez que vous faites une ordonnance numérique pour du Doliprane, elle peut être éditée en numérique et pour l'instant ne pas aller au bout sur le DMP. Mais c'est vrai que du coup, ça vous oblige une manip en plus qui n'est pas utile, on va dire. Alors, du coup, j'avais une question par rapport au DMP. Donc, du coup, l'ordonnance numérique, elle est automatiquement enregistrée dans le DMP. Mhm. Et si Oui. jamais les patients n'ont pas activé leur DMP, qu'est-ce qui se passe? Alors, Euh, activer, c'est pas grave. C'est vraiment vous, en tant que professionnel de santé, vous pouvez déposer. Quand on parle d'activation, c'est vraiment leur profil. Et si vraiment le DMP n'existe pas, c'est ce qu'on disait au ça début, tombe c'est en qu'ils s'y échec. sont opposés clairement et du coup, Ouais. ça ressort en échec Du coup, pour le pour ces dépôt dans le patients-là, on ne peut DMP. pas faire d'ordonnance numérique. Si, Ah si, ok. vous pouvez faire une ordonnance numérique, mais elle ne sera pas déposée dans le DMP. Elle ne sera pas dans le DMP. Ok, c'est ce que je voulais Exactement. savoir, parce que moi j'en ai un ou deux comme ça, des Ouais, patients. bah vous avez un échec de dépôt dans le DMP, mais vous pouvez l'éditer On au peut l'éviter format quand même. ordonnance numérique. D'accord, ok, merci. Voilà, il nous reste un petit peu de temps. J'espère que c'est encore bon pour vous. Sur les dizaines de minutes qui nous restent, un point sur l'appli carte vitale. Donc, l'application carte vitale, la carte vitale dématérialisée sur smartphone avec quelques chiffres où je laisse Ouais, bah, la main rapidement à Christophe et on passera dans l'utilisation plus côté professionnel de santé. donc, côté usager, l'appli Carte Vitale, ça est adopté progressivement, hein, voilà, pour résumer, sans parler trop focus des chiffres, mais on est à peu près à 2,5% de la population qui est éligible et qui active son appli Carte Vitale. D'accord? Donc, à savoir, au niveau de l'Isère, toujours pareil, au niveau des top classements, je vais faire un classement de mon espace santé. Au niveau de l'Isère, on est cinquième France en termes d'activation de l'appli Carte Vitale. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment sensibiliser un maximum les citoyens à installer cette technologie, même si aujourd'hui, sur le milieu médical, vous n'êtes pas pleinement opérationnel, on en a bien conscience. Mais voilà, c'est aujourd'hui, nous, c'est sensibiliser aujourd'hui de nos citoyens sur l'adoption de l'anticipation d'avoir cette carte vitale sur le smartphone. Donc, on fait beaucoup de communication, on fait beaucoup d'événements pour en fait que chacun l'intègre dans son téléphone et puis à temps perdu, enfin pas à temps perdu, mais pouvoir la présenter auprès d'une pharmacie. Voilà, donc à savoir qu'aujourd'hui, petit à petit, le corps médical se l'approprie. Donc, globalement, au niveau de la région Rhône-Alpes, on a fait la partie des premiers départements novateurs pour impulser l'appli Carte Vitale auprès de la région Rhône-Alpes avec d'autres régions de France, d'accord? Courant 2025, je vous fais un petit peu cette chronologie. Courant 2025, aujourd'hui, l'appli Carte Vitale est accessible à l'ensemble de la population du territoire, sous réserve qu'ils aient soit sous le format France Identité. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas sous le parcours France Identité, le déploiement traditionnel d'activation court depuis mai jusqu'à la fin de l'année 2025. Mais globalement, voilà, c'est d'embarquer d'ici la fin de l'année l'ensemble de la population sur le téléchargement et l'activation de l'appli Carte Vitale. Il y a un petit plus, il y a quand même, nous, c'est vrai qu'au niveau assurance maladie, on était peut-être très incisif et vous avez peut-être eu écho des patients ou des patients qui se présentent à vous en parlant de l'appli Carte Vitale, quelque chose qui n'est pas encore pleinement professionnel, opérationnel, on en a bien conscience. Donc là, je refais une petite aparté, c'est les différents régimes qui sont couverts par l'appli Carte Vitale. Donc aujourd'hui, les principaux régimes sont opérationnels sur l'appli Carte Vitale. Depuis mars 2025, on a intégré de nouveaux régimes et d'ici la fin de l'année, on va intégrer l'ensemble des régimes dans l'appli Carte Vitale.
Et quels sont en fait aujourd'hui, pourquoi on est si insistant sur l'application de carte vitale aujourd'hui, toujours pareil, c'est sécuriser les flux de télétransmission autant que possible. C'est-à-dire qu'un patient qui n'a pas sa carte vitale physique ou qui est défectueuse, qui est perdu pour multiples raisons, il y a cette alternative de l'avoir sur le smartphone. Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en sort plus avec son smartphone qu'avec sa carte vitale, hein, c'est normal. Voilà, mais au niveau facturation, pour vous en tant que professionnel de santé, vous avez une connexion systématique à ADRI. Vous avez la notion d'utilisation sans contact, ce qui respecte les gestes barrières. Vous avez toujours une carte vitale qui est à jour, contrairement à une carte vitale physique. Si le patient ne met pas sa carte vitale à jour, elle ne sera pas à jour. Donc, le téléphone, c'est toujours à jour. Et au niveau professionnel de santé, vous avez accès à tous les services qui sont associés à une carte vitale. D'accord? Et surtout, ce qui est intéressant, parce qu'on l'a abordé en amont de cette présentation, c'est qu'en fait, quand un patient, un citoyen active son appli carte vitale, ça authentifie et garantit la qualification de l'INS dans votre logiciel métier. Donc, façon de parler, c'est une procédure qui est quand même beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un professionnel de santé va scanner le carte vitale d'un assuré, ça va automatiquement qualifier l'INS. Ça vous évite de faire cette démarche de récupérer une pièce d'identité, de qualifier l'INS, enfin tout ce qui vous a été présenté en amont. Donc voilà, ce sont ces petits plus aujourd'hui de l'appli carte vitale. C'est pour ça qu'on est très présent. On essaie d'ancrer ça dans le paysage des citoyens, même si aujourd'hui médicalement, c'est pas encore pleinement mature, mais les éditeurs, l'ensemble des acteurs sont mobilisés pour développer dans les années, dans les mois, années à venir, de plus en plus l'usage de l'appli carte vitale. Euh, ouais. Ça fait partie, oui, des avantages à l'avenir, donc qui sont pas encore actuellement présents. Ça va pour les professionnels de santé et pour les assurés, pour le coup, l'appli Carte Vitale va intégrer l'identité AMC, donc l'assurance maladie complémentaire. Côté professionnel de santé, en télésanté, du coup, permettra de fiabiliser les données même à distance pour facturer. Et également permettre, il y a pour objectif d'aider les établissements de santé à la numérisation, donc s'équiper pour les accueils à l'entrée, la préadmission, etc., pour développer des outils numériques et du coup plus fiables, on va dire, sur le long terme. Voilà. Et après, au niveau de l'assuré, voilà, l'identité AMC, ça reste la même chose. Et petit plus à savoir pour information personnelle, on va dire, en tant qu'assuré, quand vous avez votre appli carte vitale à l'avenir qui va être développée sur la prochaine version, vous pourrez déléguer les usages à une personne de confiance. Donc tout simplement des grands-parents, pour exemple, qui emmènent leurs petits-enfants en vacances. Les grands-parents ont l'appli carte vitale et les parents vont déléguer pendant 15 jours, par exemple, l'outil de l'appli carte vitale pour les petits-enfants sur le smartphone. Donc, ça évite d'avoir la carte vitale qui part avec les grands-parents parce qu'en fait, les parents en ont toujours besoin. Voilà. Donc, ça, c'est des outils à l'avenir qui permettent d'être plus souples sur l'utilisation. Et côté professionnel de santé, parce que là, on était sur des infos, on va dire, à titre indicatif dans la vie de tous les jours pour tout le monde. Là, on se recentre sur l'utilisation pour les professionnels de santé. Donc, quel équipement pour lire l'appli carte vitale, mise à jour du logiciel, du coup, par le biais de l'éditeur nécessaire, pour être un peu barbare et forcément agréé Addendum 8 pour être compatible avec l'appli carte vitale. Donc ça, c'est des termes liés à votre logiciel. Mais en tout cas, quasi tous les logiciels actuels, même auxiliaires médicaux, hein, pour le coup, sont agréés à Addendum 8 pour la majorité et peuvent permettre, en tout cas, la lecture de l'appli carte vitale. Je dis peuvent permettre parce que du coup, pour pouvoir la lire, il faut quand même avoir un équipement agréé qui est recommandé par l'assurance maladie, le lecteur de QR code. Tout simplement parce que le lecteur de QR code va vous permettre de lire toutes les applis carte vitale, mais également, vous avez peut-être pu voir sur l'évolution, et du coup, l'attestation de mutuelle, souvent maintenant, elle comporte un QR code. Les e-prescriptions pour les professions prescrites, le QR code de l'appli carte vitale, de la e-prescription pourra être lu également grâce au lecteur de QR code. C'est tout des choses, voilà, qui évoluent sur le QR code. Donc, être compatible sur votre logiciel, c'est une chose, mais après, avoir en votre possession ce fameux lecteur de QR code.
Pour la facturation, rien de compliqué. À la place de la carte vitale physique que vous allez mettre dans votre lecteur, là, vous lirez le QR code. Ça interroge automatiquement le téléservice ADRI, acquisition des droits intégrés, qui vous permet de récupérer la situation administrative la plus récente de votre patient. Vous signez la feuille de soins électronique et le patient reçoit sur son smartphone directement à la minute où vous envoyez la facturation, une information sur la dépense de soins. Donc, tout simplement, pour responsabiliser le patient, oui, il n'a pas payé, mais c'est quand même une dépense de soins. Il faut juste savoir, petite info qui est écrite au milieu de cette information, la durée d'une session est limitée à 20 minutes. C'est-à-dire quand vous lisez l'appli carte vitale, entre le moment où vous la lisez et le moment où vous facturez, elle est active 20 minutes par question de sécurité. Si le patient, entre-temps, a terminé, vous ne pouvez pas rester connecté sur son appli carte vitale. Et ça, c'est des petits outils à destination de tous. Pareil, où vous avez des tutos d'activation de l'appli carte vitale pour vous aider donc sur amélie.fr. Sinon, tout simplement, elle est téléchargeable dans les App Store et Play Store que vous pouvez obtenir sur vos Android ou vos iPhones quand vous voulez télécharger une application lambda. Mais là, vous avez des tutos en plus sur Amélie. Et juste pour exemple, attention, mais ça c'est un rappel à tous, des exemples de phishing qu'on a eu en remontée cet été, où certains ont reçu des mails ou des SMS pour aller retirer sa e-carte vitale. Voilà, il fallait cliquer sur un lien et pour recevoir votre e-carte vitale. Donc attention à pas se faire avoir sur tout ça. Et dernière petite information complémentaire, tout à l'heure on parlait de l'annuaire santé pour voir si vous possédez différentes MS santé par exemple. Là, c'est accessible à tous, hein, donc l'annuaire santé est également accessible côté Amélie, c'est un annuaire santé pour les assurés. Et là, vous avez le fait que vous acceptiez la carte vitale, c'est ce qui remonte sur vos créneaux de rendez-vous, etc. pour certaines professions à qui c'est demandé. Et du coup, à partir du moment où vous avez au moins fait une facturation en appli carte vitale, un assuré peut savoir que vous acceptez l'appli carte vitale. À la fin, on vous remet quelques contacts utiles liés à l'assurance maladie. Donc, la ligne dédiée professionnelle de santé, le 3608, le service relation avec les professionnels de santé, l'adresse générique du coup des délégués numériques en santé, et un rappel sur les DNS présents sur le territoire de la CPTS du Voironnais, où du coup on est 3 avec quelques communes pour certaines, un peu plus pour d'autres, mais en tout cas au niveau de la répartition sur les communes, voilà, nous sommes 3 sur la CPTS du Voironnais. Documents et supports, ça vous pouvez du coup sur le lien que vous aurez, vous pourrez les reconsulter avec des tutos YouTube, des fiches pratiques sur certaines informations liées toujours au numérique. Et voilà pour la présentation d'aujourd'hui. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Si vous avez des questions de dernière minute, n'hésitez pas. Nous, on a encore un petit peu de temps. Si c'est bon de votre côté, n'hésitez pas. On espère surtout avoir été très clair dans la présentation de ce support et des thématiques abordées. Moi, je voulais vous remercier. Effectivement, c'était clair. Cette fameuse, vous allez nous adresser le PowerPoint, c'est ça, et on pourra accéder à cette fameuse adresse qui permet de faire le tri dans nos adresses numériques. Oui, Oui. c'est l'annuaire santé, tout à fait. Vous pourrez le retrouver écrit sur le diapo. En fait, il est enregistré dans la réunion, tout à fait. D'accord. Merci. Comme j'ai dit sur l'annuaire, sur cette adresse mail, derrière le lien, il faudra mettre votre numéro RPPS qui vous ramènera votre fiche. Ah oui, Oui, d'accord. sinon, vous pouvez vous rechercher directement Oui, dans oui, l'annuaire, oui. mais en tout cas, oui, tout à fait. Merci à vous. On Eh ben, merci à transmettra le vous. replay. Si c'était clair, c'est l'essentiel. Et du coup, n'hésitez pas, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à nous recontacter. Il y a les coordonnées en fin. Et puis après, le lien avec Madame Pagès également hein, sur la CPTS, sans souci. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne journée à tous. À Bon bientôt. après-midi, au revoir. Merci. Merci, bonne journée.